Ghislain se souvenait encore de ce jour-là. Cet homme que tous fuyaient, ce parieur de bas étage rongé par ses dettes et méprisé de tous, c'était lui, le talent qu'il avait été prêt à tout pour recruter. Parce qu'il possédait un don si rare que même les dieux en seraient devenus jaloux. Et maintenant que Ghislain avait eu la chance de renaître, il ne laisserait pas l'histoire se répéter. Ce bras que Claude avait perdu par le passé à cause d'un incident, dans cette vie-ci, il jura qu'il le protégerait. Entier, indemne. Son épée s'était interposée sans hésiter entre Claude et celle de l'assaillant qui fonçait sur lui. Le meneur, surpris de voir son attaque stoppée, s'était aussitôt redressé pour demander, d'un ton glacial, qui il était. Ghislain, lui, ne se cacha pas. Il révéla aussitôt son identité, nouvellement acquise, le baron Ghislain Perdium du royaume de Runia. L'homme au crâne rasé avait marqué un temps d'arrêt, comme si cette réponse bousculait tous ses repères. Un noble, de ce rang-là? Mais alors que la tension semblait s'apaiser, ces hommes, s'étaient subitement rués vers lui, par réflexe ou par panique. Heureusement, le chef hurla aussitôt un ordre clair. « Stoppez-moi ce bordel !» Sans cela, l'endroit aurait sans doute été baigné de sang. Une voix plus cordiale résonna aussitôt dans la salle du Kraken, visiblement rattrapée par la réalité du statut de leur invité. « Bienvenue au hall de jeu, très cher jeune noble du royaume voisin. Veuillez excuser la grossièreté de mes hommes. » Il leur intima ensuite de ranger leurs armes, suggérant qu'une bonne discussion autour d'une table vaudrait toujours mieux qu'un affrontement inutile. Après tout, n'était-ce pas en cultivant la paix qu'on s'enrichissait le mieux? Mais une chose continuait de le titiller. Ce chef ne comprenait pas comment un noble de sang pouvait mettre les pieds dans un tel lieu malfamé. Ce brouillard de vices et d'arnaques, n'était-il pas bien trop bas pour un homme de sa lignée? Ghislain répondit simplement, d'un ton calme, il était là pour retrouver quelqu'un. Et au vu de la situation, son interlocuteur n'avait probablement aucun mal à deviner de qui il s'agissait. Puis, il jeta un regard à Claude, qui était toujours face contre la table. Il lui dit qu'il pouvait se relever, qu'aujourd'hui, il le ramenait avec lui. Au même moment, de l'autre côté du hall, 3 dés retombèrent lourdement sur la table. Un triple nombre impair, le score maximum de ce jeu sacré. Celui qu'il avait obtenu n'était autre qu'Alfred, un nouveau joueur sous protection spéciale. Il n'en revenait pas, tout cet argent, gagné en un seul coup, grâce à un simple jeu? Karl, qui l'observait, ne pouvait plus contenir son euphorie. Il en riait même à gorge déployée, persuadé que la chance des débutants restait toujours un sacré sujet à débat. Il s'étonnait du montant, lui proposait déjà de faire équipe avec lui. Mais Alfred n'écoutait même plus. Il était ailleurs. Son cerveau battait à tout rompre, pas à cause de l'excitation, mais parce qu'il était pris dans un tourbillon de choix à faire. Les gains de ce jeu représentaient des dizaines de fois ce qu'il gagnait chaque jour à vendre des parchemins magiques, en travaillant 20 à 25 heures. Son cœur battait à tout rompre. Il n'avait pas ressenti une telle adrénaline depuis des années. Il était irrémédiablement happé par la sensation de gagner de l'argent facilement et dangereusement vite. Mais une voix vive et incisive le ramena sur terre. « Monsieur, vous êtes sérieux? On a traversé tout ça juste pour venir chercher un parieur minable? Un gars qu'on menace de lui trancher la main à tout moment ?» Ghislain répondit d'un ton affirmatif, sans détour. Mais le chef du hall, lui, ne comptait pas laisser partir Claude. Il expliqua qu'il avait triché durant une partie du jeu sacré, et qu'en conséquence, selon les règles de la salle, il devait payer le prix. Cela troubla profondément Ghislain. Dans ses souvenirs, rien de tout cela ne s'était produit ainsi. Était-ce un autre effet de sa renaissance? Le cours du destin avait-il été modifié? Juste à ce moment-là, Claude à genoux, esquissa un sourire étrange. Puis, devant tout le monde, il s'effondra et déclara avec une sincérité poignante. « Baron Ghislain, je suis désolé, j'ai merdé. J'ai perdu tout l'argent que vous m'aviez confié, j'ai tout parié. Mais je vous jure sur ma vie que je ne vous ai pas trahi. J'ai perdu parce qu'ils ont triché. Les dés, c'est eux qui les contrôlent. Et moi, dès mon entrée, ils m'ont fouillé, impossible d'avoir le moindre outil de triche sur moi. » Contre toute attente, Claude n'eut pas le temps de terminer sa phrase. Belinda l'interrompit, visiblement troublée, sans qu'on comprenne pourquoi elle lui parlait ainsi. Mais Ghislain, qui avait partagé une vie entière avec Claude, en devina aussitôt le sens. Il avait également perçu la faille que Belinda avait failli laisser échapper sous la pression. Il s'apprêtait alors à négocier sérieusement avec le chef chauve pour récupérer Claude. Mais au lieu de se montrer coopératif, l'homme au crâne rasé se permit de lui lancer un avertissement. Il trouvait étrange que Claude ait autant d'argent et conseilla prudemment à Ghislain de se méfier de ses propres hommes, pour ne pas être dupé et finir ruiné. Puis, plus froidement encore, il le mit en garde, la salle de jeu Kraken était sous la juridiction directe des barons locaux. Peu importait son rang de noble, ici, il ne pouvait pas faire n'importe quoi sans risquer de déclencher une crise diplomatique. Il l'invita donc à venir et à repartir calmement. Ghislain refusa sans la moindre hésitation. Cette affaire touchait à son argent, et donc à bien plus que de simples principes. Voyant son interlocuteur grimacer face à sa détermination, il proposa un compromis. Puisque tous deux tenaient à Claude, autant régler cela par un jeu. Si Ghislain gagnait, il repartirait avec Claude et tout l'argent perdu. En cas de défaite, il s'engageait à céder sans condition son titre, ses biens, et tout ce qu'il possédait. Un murmure parcourut la foule.
Claude s'était approché, murmurant à Ghislain qu'il appréciait sa mise en scène, mais qu'il se demandait qui était prêt à faire tout ça pour lui. Ghislain l'avait alors pris par l'épaule, rapprochant son visage du sien pour lui souffler que c'était simplement parce qu'il avait besoin de lui, le reste, il pouvait s'en charger seul. Le chauve, lui avait reconnu en Ghislain un noble comme on en croisait rarement, audacieux, prêt à tout miser. Il confirma qu'ici dans une salle de jeu, on ne pouvait refuser un défi. Mais il prévint aussi que le pari ne reposait que sur la volonté de Ghislain. En cas de perte, il n'y aurait aucun retour possible. Les autres joueurs s'étaient alors rassemblés, impatients d'assister à cette confrontation hors norme. Le chef chauve en exposa brièvement les règles, celui qui tirerait le chiffre le plus bas remporterait la partie. En cas d'égalité, on recommencerait jusqu'à ce qu'un vainqueur émerge. Quand vint le moment crucial, Ghislain afficha un sourire hautain, pressant que le jeu commence. Chaque seconde qui passait, c'était de l'argent pur perdu. Cette fougue plut beaucoup au chauve, friand de ses nobles impulsifs. Le jeu fut lancé avec une pièce. Face fleurie, c'était au chauve de commencer. Il secoua frénétiquement le gobelet, de toutes ses forces, attirant tous les regards. Tous, sauf celui de Belinda, qui ne comprenait pas pourquoi une simple partie de dés déchaînait autant de tension. Elle ignorait encore que tout cela était un stratagème du chef, faire diversion, attirer les regards et tricher en toute impunité. Et le déroula. Le plus petit score possible, un chiffre que même les dieux auraient redouté de voir apparaître. Ghislain avait cru qu'elle durerait plus longtemps, qu'il pourrait encore observer quelques coups, mais non. L'issue semblait déjà se dessiner. Tandis que les spectateurs murmuraient entre eux, Belinda laissait transparaître une certaine inquiétude. Quant à Claude, inutile de préciser, si Ghislain échouait à obtenir un score significatif avec les dés, l'autre allait s'en tirer avec un bras en moins, une injustice flagrante qui l'exaspérait. Il lâcha un sourire presque désolé, ironisant sur la pression qu'il faisait involontairement peser sur les épaules de Claude. À ce rythme, la partie allait s'achever avant même d'avoir commencé. Mais face à l'arrogance des abusés du crâne rasé, Ghislain répliqua froidement qu'il avait une stratégie précise pour remporter le duel. L'autre se contenta de se moquer, prétendant déceler ses véritables pensées derrière son air sûr de lui. Il croyait maîtriser le jeu, persuadé que sa toupie truquée était invincible. Sa rapidité de main lui permettait de contrôler précisément la valeur des dés, et en plus, il avait même trafiqué ceux de Ghislain. Il pensait que les probabilités étaient de son côté. Mais ce qu'il ignorait, c'est que Ghislain avait prévu ce coup-là depuis le début. Il insuffla une infime dose de magie dans la coupe à dés, et là le miracle se produisit. Dès l'instant où les dés furent lancés, tous les regards se figèrent. Même le crâne rasé n'en croyait pas ses yeux. Le résultat était clair, 1-0, une valeur théoriquement impossible. Hors norme. Devant cet affront aux lois même du jeu, le tricheur éclata, hurlant que la manche devait être annulée, qu'on ne pouvait pas sortir un tel score, que ce n'était pas réglementaire. Mais Ghislain s'approcha tranquillement et répliqua que rien dans les règles n'interdisait une telle issue. Et d'un mouvement brusque, il saisit le poignet de son adversaire. Dans sa paume comme prévu, reposait un autre dé, un modèle spécial, conçu pour toujours tomber sur un. Les spectateurs révoltés explosèrent, tout prenait sens. Depuis 2 ans et demi, ils avaient été dupés, traités comme du bétail par ce misérable voleur. Ghislain cita alors, mot pour mot, ce que le tricheur lui avait lui-même dit plus tôt, si quelqu'un trichait pendant un jeu sacré, alors il devait payer le prix fort, selon les règles de la maison. Cette fois, le crâne rasé avait compris, la partie était perdue. Et s'il ne pouvait plus gagner, autant faire parler la force. Il tenta une attaque soudaine, brutale, mais Ghislain esquiva sans peine. Pour lui, cette menace était bien en dessous des adversaires qu'il avait déjà affrontés. Fou de rage, l'homme ordonna à tous ses subalternes de le submerger. Il voulait que Ghislain tombe ici, maintenant. Mais il avait oublié un détail crucial, il était en terre étrangère. Et ici, il ignorait tout de la puissance réelle de celui qu'il venait de défier. Malgré le tumulte, Ghislain n'accorda aucune importance à ces sbires insignifiants. Qu'ils soient 10 ou 20 de plus, rien ne changerait à leur nature de fourmis sans puissance. D'un enchaînement fluide, il esquiva 2 assauts croisant son chemin, puis se servit des corps même de ses assaillants comme tremplin pour lancer une contre-attaque fulgurante, appliquant la stratégie de capture royale des anciens, frapper la tête pour faire tomber le corps. Malgré une peur manifeste, le chef chauve leva sa lame pour frapper. Mais aux yeux de Ghislain, son attaque semblait désespérément lente. Il esquiva sans peine, glissa dans son dos et lui colla sa lame froide contre la gorge. Le chef figé de terreur était à 2 doigts de se souiller. Ces hommes voulant l'aider, se virent infliger le même sort en 1 seconde. Belinda et les autres étaient arrivés, et Ghislain, l'air méprisant, leur avait soufflé de ne surtout pas tenter le diable, car sa lame ne faisait pas la différence entre les yeux ouverts et ceux qui ne voyaient rien. Une fois les opposants neutralisés, Belinda lui demanda la suite du plan. Ghislain confirma, froid et déterminé, il allait repartir avec Claude, ainsi qu'avec toutes les mises qu'il avait perdues ici. Mais à sa grande surprise, le chauve osait encore répliquer, affirmant que ce lieu était la source principale de revenus du baron Roston, et que ce dernier ne tarderait pas à arriver. Ghislain ne se laissa pas distraire. Il comptait justement parler personnellement au baron.
Pour clore la situation, il transféra temporairement la décision à Claude, mais quand il se retourna, ce dernier avait disparu. Le jeune noble soupira. Il aurait voulu lui dire tant de choses, mais repensant à ce que Claude avait fait pour lui autrefois, il choisit de le laisser partir. Bélinda furieuse, marmonna qu'il lui avait évité de se faire démembrer, et que cet ingrat n'avait même pas dit merci. Ghislain, lui, sentait qu'il s'était déjà dirigé vers un nouveau jeu. Pendant ce temps, Claude s'était enfui avec son sac d'argent. Il ne comprenait toujours pas pourquoi un noble avait risqué autant pour lui. Mais désormais, cela n'avait plus d'importance, il devait juste remettre l'argent. En chemin, ses pensées le ramenèrent un an en arrière. À cette époque, il vivait reclus dans une cabane de montagne avec une femme qu'il avait recueillie. Il gagnait chaque jour de quoi survivre en misant dans les salles de jeu. Convaincu qu'il existait une formule secrète pour battre les probabilités, il croyait pouvoir les sortir de la misère. Mais un jour, cette femme l'avait interrompu, lui demandant d'arrêter de se sacrifier pour elle. Elle savait que ni la mort de son père, ni celle du maître de Claude n'était de sa faute. Pourtant, Claude se sentait toujours coupable, car c'était à cause de cet homme, le baron Hoston, que tout avait commencé. C'était lui qui avait capturé Claude et condamné la jeune femme à devenir esclave. Juste avant de partir, Claude, à demi conscient, s'était réveillé et avait supplié qu'on la laisse partir. Il était prêt à payer n'importe quelle somme pour la libérer. Hoston moqueur lui avait laissé une chance, une année. Une année pour réunir 10 000 pièces d'or, sinon, elle mourrait. C'était cette dette impossible qui avait poussé Claude à chercher la formule parfaite, à se perdre dans le jeu, à devenir ce que tous craignaient, un joueur fou obsédé. Mais lui savait pourquoi, lui savait pour qui. Pendant ce temps-là, de l'autre côté du territoire d'Hoston, le baron savourait pleinement les bénéfices que ses geôles lui rapportaient jour après jour. Il se réjouissait de la rapidité avec laquelle les prisonniers étaient transformés en marchandises. À ses yeux, il devenait urgent d'investir un peu plus d'argent pour agrandir ses installations. Il s'était tourné vers son fidèle bras droit, Rossiel, pour lui rappeler que les esclaves de basse caste nourris à sa table devaient au moins pouvoir rembourser leur valeur, faute de quoi, ils ne méritaient même plus de vivre. Il exigea également que tous ceux qui n'avaient pas payé leur rançon dans la semaine soient exécutés. Rossiel acquiesça sans broncher, mais souleva un point resté en suspens depuis près d'un an, que faire de la fille du traître? À cette question, Hoston sembla d'abord perplexe, comme si le nom l'avait totalement quitté. Il resta pensif, remuant des souvenirs poussiéreux pendant 2 bonnes minutes, avant de se rappeler enfin, Claude. Aucune nouvelle de lui? Rossiel confirma, pas la moindre. Pire encore, d'après certaines rumeurs, Claude aurait tout perdu aujourd'hui, vidant jusqu'à ses dernières économies. Cette révélation irrita immédiatement Hoston, qui comprit que l'un de ces hommes avait agi dans son dos. Au départ, il n'avait vu en ce Claude qu'un individu ordinaire. Mais les rumeurs affirmant qu'il était le fils d'un traître l'avaient profondément contrarié, au point de vouloir le rayer de la carte. Rossiel pragmatique, s'interrogea tout de même, et si Claude avait réellement réuni la somme nécessaire, que ferait-on alors? Hoston, avec un sourire sinistre, répondit sans détour. On encaisserait l'argent, puis on l'éliminerait discrètement. Après tout, personne ne pleurerait un joueur compulsif. Mais au moment même où il formulait cette pensée, un soldat entra brusquement dans la pièce, poussant la porte d'un geste précipité. Il s'excusa d'avoir interrompu, puis annonça qu'un certain Claude demandait à voir le baron. Il prétendait avoir réuni l'argent pour la rançon. À ces mots, Hoston ne put cacher sa surprise. Quelques instants plus tôt, on lui avait encore affirmé que Claude était ruiné. Mais puisque l'intéressé se présentait de lui-même, autant le recevoir. Quand Claude fut enfin autorisé à entrer, il alla droit au but, sans perdre une seconde. Il posa une lourde bourse sur la table, annonçant qu'elle contenait les 10 000 pièces d'or exigées, et supplia qu'on relâche Anna. Mais Hoston, loin d'être touché, ne se concentra que sur une chose, vérifier l'authenticité de la somme. Après un rapide examen, il ne put que reconnaître que l'argent était bien réel, ce qui éveilla aussitôt en lui une vive méfiance. Il déclara qu'il était prêt à libérer la fille, mais à une condition, Claude devait répondre à une question. Comment avait-il réussi à réunir autant d'or? Claude sincère expliqua qu'il avait gagné en pariant. Cette réponse suffit à faire basculer la scène. Hoston donna aussitôt l'ordre de l'emprisonner. Claude, abasourdi, ne comprenait plus rien. Il protesta avec force, rappelant qu'il avait apporté l'argent, qu'il y en avait même plus que nécessaire. Mais Hoston, d'un ton détaché, déclara que cette somme était trop suspecte. Si elle venait d'une source douteuse, elle risquait de lui attirer des ennuis. Il expliqua froidement qu'il ferait vérifier l'origine de l'or, et qu'en attendant, Claude devrait rester bien sage dans sa cellule s'il tenait à la vie. Ainsi fut-il traîné de force par 2 soldats. Un simple joueur capable de réunir une telle fortune? Personne n'aurait pu y croire, du moins, jusqu'à ce que l'improbable se produise. Au moment même où Claude allait franchir le seuil de la porte, les 2 soldats qui le tenaient s'effondrèrent brutalement, assommés net. Un choc saisit tout le monde. Et c'est alors qu'une silhouette familière s'avança dans la pièce, Ghislain. Il posa doucement la main sur l'épaule de Claude et lui glissa d'une voix calme que désormais, il allait s'occuper du reste. Il lui demanda simplement de lui faire confiance, sans poser de questions.
car s'il lui accordait cette confiance absolue, il lui promettait de lui offrir ce qu'il désirait le plus au monde. Auston furieux, exigea de savoir qui il était. Mais Ghislain ne fit aucun mystère. D'un ton assuré, il révéla son identité, le baron Ghislain Perdium, du royaume de Runia. Et il se déclara ravi de rencontrer Auston, enfin, sous sa véritable identité. Au même moment, Karl et Belinda faisaient irruption, traînant de force le crâne lustré jusqu'à l'intérieur de la pièce. Face à cette scène, Auston perdit soudain tout son flegme. Il fulmina en découvrant l'état dans lequel se trouvait son homme de main, le visage tuméfié, gonflé comme un cochon prêt à l'abattage. Il exigea de savoir pourquoi on l'avait mis dans un tel état. Mais Ghislain n'avait aucune envie de jouer la comédie plus longtemps. Il savait que l'heure n'était plus au faux-semblant. Il déclara d'un ton calme mais ferme qu'Auston savait très bien pourquoi il était là. Il proposa donc de ne pas perdre de temps en bavardage inutile et d'entrer directement dans le vif du sujet. Si tu as manqué les précédentes parties, tu peux trouver les liens en description de cette vidéo ou tu peux cliquer en haut à droite. Surtout, n'oublie pas de liker cette vidéo et de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Tout avait basculé le jour où Ghislain était entré en scène. En vérité, tout avait commencé lorsque Ghislain s'était présenté pour négocier directement avec le baron Auston. Il s'était contenté d'un simple « j'ai soif », réclamant un verre d'eau comme si la conversation allait être banale. Cette demande, pourtant anodine, mit Auston hors de lui. Il s'indigna bruyamment, hurlant qu'il était peut-être permis de mal manger, mais certainement pas de mal parler. Il menaça Ghislain de lui couper la langue s'il continuait sur ce ton. À ces mots, son garde s'était déjà mis en position, la main sur le pommeau de son épée. Mais l'arrogance d'Auston n'avait pas anticipé la rapidité de réaction de Karl. Une autre lame, fine et précise, s'était déjà glissée dangereusement contre la gorge du garde, prête à frapper. Ghislain, sans élever la voix, conseilla à Auston d'abandonner ses manières brutales. Ce lieu, dit-il, n'était pas adapté aux gens qui prenaient leurs adversaires à la légère. Auston, incapable de lire la peur sur le visage de ses propres hommes, continua d'exploser de rage. Il osa même accuser Ghislain de semer le chaos sur son territoire, exigeant de ses gardes qu'il chasse immédiatement tous ces fauteurs de troubles. Ghislain, imperturbable, revint au cœur du sujet. Il supposait qu'Auston comprenait très bien la raison de sa visite. Il n'avait pas l'intention de s'éterniser. Il voulait réparation, et vite. Auston, d'abord interloqué, demanda quelle réparation il était censé payer. Ghislain, sans répondre, fit un signe à Belinda. Celle-ci donna un violent coup de pied dans le dos du crâne lustré, qui s'écrasa au sol dans un gémissement. Ghislain expliqua alors qu'il réclamait réparation pour les actes de ce sous-fifre, qui avait triché au nom de son maître et failli lui faire perdre tous ses droits sur ses biens. À ces mots, Auston resta figé. Il calculait à toute vitesse comment se sortir d'un tel pétrin. Le crâne lustré de son côté, hurla son innocence, clamant que tout cela n'était qu'un coup monté, que les autres avaient commencé à tricher avant lui. Mais Belinda, sans la moindre hésitation, lui décocha un nouveau coup de pied. Cette fois, elle lâcha froidement que les chiens ne perdaient jamais vraiment leurs mauvaises habitudes. Face à ce spectacle, Auston finit par admettre qu'il ne savait plus quoi croire. Il demanda alors à Ghislain ce qu'il attendait exactement de lui. Ghislain répondit d'un ton catégorique, une compensation financière, à hauteur des pertes subies. Dans un établissement de jeux aussi réputé, il était impensable que les organisateurs eux-mêmes se livrent à de telles fraudes. Et même après ces accusations, Auston continuait de faire mine de douter. Il déclara que si l'autre disait être innocent et que Ghislain affirmait le contraire, il ne savait pas qui croire. Il proposa donc que chacun porte l'affaire devant un juge, car ce n'était pas, selon lui, dans ses attributions de trancher. Ces paroles d'un cynisme absolu irritèrent profondément Ghislain. Il lui rappela que ce n'était pas le moment de fuir ses responsabilités. Celui qui devait payer, point. Face à cette pression, Auston se contenta de lever les yeux au ciel, lançant un regard méprisant à Ghislain. Il voulait savoir ce qu'il sous-entendait exactement. Ghislain lui répondit alors sans détour. Il savait que les nobles des autres nations fréquentaient assidûment le Kraken Game Hall et que plus de la moitié des revenus du territoire d'Auston provenaient de cet établissement. Alors, si une rumeur venait à se répandre, une rumeur selon laquelle le Game Hall se livrait à des escroqueries. Il était convaincu qu'Auston comprenait parfaitement quelles en seraient les conséquences. Le baron en blêmit. Ghislain venait de poser ses doigts sur le nerf sensible. Auston murmura à peine audible que ce sale gamin osait lui réclamer un pot de vin pour qu'il se taise. Mais il n'eut pas d'autre choix que de céder. Sa richesse, sa réputation, tout était en jeu. Il annonça qu'il paierait le double de la somme demandée. Mais Ghislain, avant de donner son accord, précisa qu'il avait une autre exigence, qu'Auston libère immédiatement la prisonnière qu'il détenait, Anna Ascius. Alors Ghislain formula un dernier ultimatum. Il promit que si ces deux exigences étaient remplies, le dédommagement qu'il avait demandé et la libération d'Anna Ascius, il considérerait n'avoir jamais mis les pieds sur les terres d'Auston, et garderait pour lui les méthodes sordides du baron. Ce fut seulement à ce moment-là qu'Auston comprit vraiment. Il réalisa que Ghislain était venu pour lui, pour l'écraser. Et là, sa colère explosa, le rouge monta à ses tempes tandis qu'il hurlait le nom de Claude, le traitant d'ingrat.
Il lui reprocha d'avoir osé s'associer à d'autres nobles pour lui faire front, alors même qu'il avait eu la clémence de ne pas faire exécuter Anna, qui était pourtant condamnée. Mais les cris d'Oston furent bientôt couverts par les pas lourds des soldats qui envahissaient la pièce. Karl et Belinda, loin d'être impressionnés, affichaient un éclat de fureur presque joyeuse dans le regard, le sang allait couler. Avant que les premiers coups ne soient portés, Ghislain récupéra discrètement un petit couteau que lui tendait Belinda. Dans le même temps, Oston hurlait ses ordres, il promit une récompense d'1 million de pièces d'or à celui qui ramènerait les têtes de ses adversaires. Il croyait qu'il suffisait de les tuer pour effacer toute trace de ce scandale. Mais Ghislain n'avait aucune intention de mourir ici. Lorsqu'un garde tenta de l'attaquer, il para le coup sans effort, puis d'un geste net et précis, planta la lame de Belinda dans la main d'Oston, l'enfonçant jusque dans la table. Le cri de douleur du baron résonna comme une cloche de défaite. Ghislain voulait qu'il s'en souvienne, il voulait qu'il comprenne ce que signifiait désobéir. Il donna ensuite l'ordre à Karl et Belinda d'éliminer quiconque se dresserait sur leur chemin. Les deux guerriers se mirent aussitôt à l'œuvre, fauchant les ennemis comme de simples roseaux. Alors que Belinda prenait un court instant pour reprendre son équilibre, 2 soldats tentèrent de fondre sur Ghislain, une erreur fatale. Il les balaya sans même vaciller, avant de tourner les yeux vers les gardes personnels d'Oston. Des mercenaires bon marché, incapables de tenir plus de 2 échanges. Claude, lui, était resté figé. Quelque chose le tourmentait. Pourquoi songeait-il, ces gens qui le connaissaient depuis à peine 2 heures étaient-ils prêts à verser le sang pour lui? Pourquoi risquait-il même d'offenser tout un territoire pour le sauver? Puis, un souvenir le frappa. Ghislain lui avait dit une chose ce jour-là, parce que tu es quelqu'un dont le monde a besoin. En y repensant, Claude sentit les larmes lui monter aux yeux. Dans cette phrase, il comprenait enfin que le mot « quelqu'un » faisait référence à lui. Et face à un tel don, il ignorait comment rendre un jour une dette si grande. De son côté, bien que blessé et hurlant de douleur, Oston continuait de menacer, prétextant qu'il était soutenu par une puissance redoutable. Mais ses paroles furent interrompues net, Ghislain l'avait fait taire d'un seul coup. Il lui répéta simplement ses conditions, une compensation honnête et la libération d'Anna. Au moment où il s'apprêtait à conclure, Claude posa une main sur l'épaule de Ghislain. Il ne dit rien, mais Ghislain comprit tout. Ils se connaissaient depuis trop longtemps. Claude regarda Oston droit dans les yeux et déclara qu'en cas de problème futur, il pourrait le retrouver au royaume de Runia, à Perdium. Il lui promit un accueil digne de ce nom. Peu après, ils quittèrent enfin le camp d'Oston. Anna fut reconduite dans l'endroit qui lui revenait. Quant à Claude, il prépara ses affaires pour suivre Ghislain. Sur le chemin du retour, les discussions furent nombreuses. Ghislain demanda à Claude s'il était vraiment prêt à se séparer d'Anna. Claude acquiesça, il répondit qu'après tout, Anna serait bien plus heureuse sur sa terre natale qu'auprès d'un homme en fuite, celui-là même qui est responsable de la mort de son père. Bien qu'il ait écouté chaque mot avec attention, ce qui réchauffait le plus le cœur de Ghislain, c'était d'avoir enfin pu rembourser cette dette morale, lourde comme un millier de pierres. Aveuglé par sa soif de vengeance, il avait trop longtemps ignoré la valeur de tout ce qu'il avait sacrifié pour elle. Un sourire léger au coin des lèvres, il demanda alors à Claude si ce territoire ne lui semblait pas magnifique, si l'air ici n'était pas plus pur qu'ailleurs. Claude sincère, confirma sans hésiter. Saisissant l'occasion, Ghislain changea de ton pour déclarer qu'à partir de ce jour, Claude deviendrait l'intendant officiel de son domaine. À ces mots, Claude se redressa d'un coup, comme libéré de toute entrave. Une pensée lui revint soudain, il avait encore une chose à dire à Anna, il fallait qu'il retourne la voir, sans tarder. Pendant ce temps, ailleurs, le comte Desmond apprenait avec fureur l'échec cuisant de son plan. Son visage déformé par la rage, il fulmina contre Ghislain, hurlant qu'il ne pardonnerait jamais une telle humiliation. Il convoqua aussitôt une réunion d'urgence, mais dans la grande salle, ses ministres gardaient un silence de plomb. Aucun n'osait prendre la parole, de peur d'attiser davantage la colère de leur seigneur. D'un ton glacial, Desmond ordonna alors qu'on rédige une lettre à l'intention d'Amelia. Elle devait se préparer immédiatement à mettre en œuvre la prochaine étape du plan.